Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décrypte, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs, le 12e épisode des Tontons Golfeurs déjà. Je suis toujours avec mes acolytes, collègues, compères, amis, Kevin et Antoine. Bonjour messieurs. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien et bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, beaucoup d'entrain de mes très chers amis. Nous allons pouvoir évoquer aujourd'hui un sujet que nous avons laissé un petit peu mystérieux volontairement Enfin, que Kevin a voulu qu'on laisse mystérieux, soyons honnêtes, dans le titre. Donc avant, pendant, après. Kevin, avant, pendant, après. Mais avant toute chose, parlons-nous de nos partenaires. Je voudrais remercier Callaway qui nous soutient sur tous nos projets. Callaway pour tous ces clubs de golf et pour ces super coups qui nous font taper. Donc merci à eux. Et également merci à Golf Planet. Golf Planet qui est un média digital gratuit que vous pouvez retrouver directement sur votre ordinateur ou tout simplement en téléchargeant l'application sur votre smartphone pour rester toujours au contact de l'actualité à la seconde près. Magnifique. Kevin, avant, pendant, après. Est-ce que tu nous en dirais un petit peu plus sur ce titre mystérieux ? Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on fait avant de taper un coup de golf, pendant qu'on tape, ou on va dire juste avant de le taper, et bien sûr après. Donc comment les préparer au mieux pour le taper, comment arriver à être le plus efficace pour l'exécuter, et bien sûr essayer de gérer la frustration du coup qu'on vient de taper juste après pour pouvoir en retaper encore un autre et encore un autre et encore un autre jusqu'à épuisement. Donc voilà un peu le programme de la journée. Et ben les gars, on est parti pour la première partie du coup, donc pour le avant de taper un coup de golf. Alors qu'est-ce qu'on considère être avant ? Antoine ou Seb qui commence ? Seb, je sais que tu es bien parti pour pouvoir commencer à nous parler de l'avant. Je sais que tu vas être très inspiré, puisque nous en avons parlé juste avant. On va être très inspiré, mais tu allais parler de quelque chose de très intéressant d'ailleurs. Ouais, pour moi, un coup, ça démarre en fait quand on marche vers le coup, plus ou moins longtemps à l'avance. Mis à part peut-être un coup de départ, là on a marché entre deux trous où on marchait du practice, donc c'est une marche qui est un petit peu différente. Mais en tout cas, quand on a, par exemple, déjà tapé le coup de départ et qu'on arrive sur le deuxième coup, quand on arrive, ça peut être à une cinquantaine, une trentaine, une vingtaine, une dizaine de mètres en fonction de du caractère des gens et de comme ils aiment préparer les coups à l'avance ou pas. On peut commencer à avoir une idée du vent, à observer un petit peu par exemple, où est le drapeau sur le coup qui arrive, ou quels vont être les obstacles que je vais affronter sur le coup que je vais avoir à taper. Donc ça, je vous invite bien évidemment à aller écouter notre épisode 9 sur la stratégie de parcours. Mais en tout cas, moi, un coup, j'aime bien le faire démarrer avant, parce que c'est là aussi, si par exemple c'est un putt, en arrivant vers le green, on peut voir une pente générale, on peut le voir pareil sur un chip. Donc en fait, en arrivant en marchant vers le coup, on peut déjà en fait aussi gagner un petit peu de temps dans la phase 1 qui va vraiment être la phase d'analyse du coup qu'il va y avoir à taper. Ouais, moi, donc de prise d'information, quoi. En gros, de toutes les prises d'information, tu peux gagner énormément de temps. Alors forcément, nous, on avait l'habitude de le faire quand on n'avait pas les Bushnell, on faisait ça avec les carnets de parcours. Et ça permet de dégrossir les yeux, ils permettent de dégrossir souvent. Hop, tu débroussailles un peu, ça veut pas dire que ton sous-bois il est parfait, mais déjà tu as enlevé toutes les ronces, tu vois, en regardant un peu de loin. Donc c'est une très très belle image, ça, je suis très fier. Ouais. Donc ça t'a pas permis de faire tout le travail, mais ça t'a permis déjà, en marchant, tu chopes un peu de sensibilité sur le coup de ce qu'il va y avoir à faire à peu près.
C'est pas précis, Je mais c'est vais, à peu près. je vais te poser une question parce que toi, Sébastien, tu continues à jouer. Est-ce que dans cette période d'avant, tu peux avoir tendance à te projeter, c'est-à-dire à te dire, voilà, il faut que je fasse le birdie sur ce trou-là. Est-ce que tu es dans le résultat, tu es vraiment dans autre chose à ce niveau-là? Parce qu'il y a des moments où oui, sur les 2 derniers trous, il faut que tu fasses 2 parts pour terminer, 2 birdies. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu penses à ce résultat, j'ai envie de dire? Tu viens de donner 2 situations qui sont extrêmement différentes. Tu vois, tu viens d'en emmener une en fin de partie. Les fins de partie, là où on va dire t'as entre guillemets besoin de 2 birdies ou 2 parts ou 2 bogeys, j'en sais rien. C'est souvent que c'est des moments coup près. Donc ça peut être pour un cut, ça peut être pour une victoire, ça peut être pour un top 10, ça peut être pour... Bon bref. Ou pour ceux qui nous écoutent, ça peut être pour faire moins de 80 pour la première fois, moins de 70, moins de 90, Descendre son moins de index. 100. Descendre son index, faire la meilleure partie, j'en sais rien, ou battre son pote. Donc ça c'est dans une période à un moment coup près d'une partie, et je vais d'abord répondre de la manière un peu globale. Moi, dans la manière globale, j'essaye en fait sur chaque coup justement de juste taper le meilleur coup possible, c'est-à-dire que j'ai mis en place ma stratégie sur le trou, le drapeau est là, idéalement le putt idéal pour essayer de faire birdie sur le trou, ça serait de se mettre là. Peut-être que c'est un putt qui est à 12 mètres parce que c'est compliqué d'aller vers le drapeau, mais donc ça va être là. Ensuite, quel est le coup en reculant, comme je disais dans l'épisode sur la stratégie, de quel est le coup qui pourra me permettre de la mettre relativement facilement, statistiquement, à 12 mètres. Ça va être ce coup-là, donc je fais mon analyse du départ. Mais ensuite, une fois que je suis sur chaque coup, je suis vraiment dans la définition des dangers pour pouvoir m'aider à définir une cible, un axe, une distance, un vent, une réaction de balle, si c'est une attaque de green ou même si c'est une mise en jeu, ou un chip. Et ensuite de juste donner le meilleur de moi-même sur le coup, voilà, en étant le plus au clair sur ce que j'ai à faire, en ayant bien ressenti et vu ce que je voulais faire, et ensuite d'y aller et de juste taper le meilleur coup possible. Et ensuite, dans les moments coup près, si t'as pas le choix, bah, la cible, elle va peut-être, si t'as besoin de faire des birdies, elle va peut-être se rapprocher du green du départ, elle va peut-être se rapprocher du drapeau sur l'attaque de green. Et peut-être que le putt sera un petit peu plus agressif que ce que tu avais l'habitude de faire. Et inversement, si jamais tu as besoin de 2 parts ou de 2 bogeys, si c'est un bon score pour ton niveau, ou de 2 doubles, si c'est bon pour ton niveau aussi, pour juste faire, on va dire, un peu le minimum dont tu avais besoin, et que tu n'es pas dans une bonne journée et que tu veux un peu serrer le jeu, bah oui, effectivement, tu vas peut-être commencer à définir en fait des cibles peut-être un petit peu différentes, peut-être un petit peu plus sécurisantes. Mais là, tu es plus sur la côté stratégique que l'avant. Mais effectivement, c'est à cet endroit-là. Mais qui était la question d'Antoine. Ouais, c'est ça. C'est à cet endroit-là, justement, que tu affines ou que tu... c'est dans la phase d'analyse, du coup, d'avant, en fait. Toute la stratégie, elle se fait la stratégie, elle se fait là. Elle commence par d'abord une prise d'information qui peut commencer, comme on disait, à 30, 40, 50 mètres de la balle. Et qui peut être de juste, en fait, où elle vend. Ça se trouve. C'est ça. Ah bah tiens, je suis sur le fairway ou je suis dans le rough. Ça peut juste être ça, déjà, en fait. Ou tiens, où sont les 135? Est-ce que je suis après? Est-ce que je suis avant? Si vous avez des carnets de parcours, il fallait trouver les plaques au sol pour pouvoir mesurer de celle-ci. Sinon, bah, vous aurez le temps de prendre les distances après avec le Bushnell. Voir aussi où sont les autres joueurs, savoir si tu peux aller jusqu'à ta balle. C'est vrai que à haut niveau, on gagne quand même beaucoup de temps parce qu'on avance en parallèle. Ça veut dire qu'on n'est pas tous au même niveau. On n'attend pas en fait que celui qui est qui est le premier à jouer soit à sa balle, prenne son information, tape son coup avant d'aller à la nôtre. Donc c'est vrai que si tu es sur le côté gauche ou sur le côté droit, bah tu avances, tu gênes pas forcément le joueur si tu bouges pas. Et je vous invite en fonction de votre niveau de le faire de plus en plus pour essayer de gagner quand même du temps, surtout sur la prise d'information, pour pouvoir vous rapprocher au maximum de votre balle, ou en tout cas déjà être dans votre coup quand l'autre, si vous pouvez pas avancer et que c'est à l'autre de jouer, d'être déjà dans une prise d'information pour vous en disant bon, j'aurai à peu près 10 mètres de moins, voilà. Après vous vérifierez, mais vous êtes déjà dans ok, le vent il est comme ça, le drapeau il est là, quel coup je vais jouer, qu'est-ce que je vais faire, parce que sinon c'est 40 secondes pour jouer le coup, c'est quand même trop long. Enfin, c'est trop long, c'est trop peu de temps pour faire tout ça si vous le faites seulement quand c'est à vous de jouer. Ah ouais, c'est vrai que vous avez raison, les gars. Moi, je vais donner aussi ma vision par rapport à ça.
c'est que j'aimais bien avant les coups, à partir du moment où je rentre dans ma bulle, donc là on considérera que ça sera pendant, mais j'aime bien avant les coups faire un switch off complet. Faire un switch off, de pas trop penser en fait au golf, essayer de penser à d'autres choses, d'extra, à l'endroit où je suis, la nature, les oiseaux, quelque chose d'hyper hyper relaxant, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est vrai qu'on est, c'est dur émotionnellement un parcours, c'est 4 heures, 4 heures et demie, où il peut y avoir de la tension, et je trouve que avant tout, essayer d'enlever cette tension, que ça soit à travers de la respiration, ou tout simplement essayer d'avoir son esprit un peu à côté. Alors, il faut toujours que ça soit... Je l'imaginais après, moi, cette phase-là. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Je me disais, ça ressemble plus à un entre-deux-coups ou à un après, mais pas dans l'avant. Ben, moi, j'essaye en fait au départ de complètement vider ce que je peux avoir pour que, à partir du moment où j'arrive, bam, on y va. Donc là, c'est tout ce qui est prise d'information, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça. Mais effectivement, c'est vrai que le juste milieu entre avant et après, qu'est-ce qu'on considère comme avant, qu'est-ce qu'on considère comme après. Qu'est-ce qu'un avant, qu'est-ce qu'un après? C'est une large question, Antoine. Oh là là, on peut débattre très longtemps là. Je vais appeler un philosophe pour m'aider sur cette réponse. On va peut-être rester sur le golf, on va peut-être pas faire de philosophie, non? On sera peut-être meilleur. mais en tout cas, voilà, c'est vrai que j'essaye de faire le plus switch off au niveau du cerveau côté golf pour essayer de m'échapper autre part, pour me permettre de... lâcher un petit peu tout ce qui est sur le golf et qui te met vite sous tension, quoi. Donc ça veut dire que avant ton coup, tu es déjà en fait directement dans une phase de relaxation et de focus pour essayer déjà de taper ton coup de golf, même si tu n'es pas encore arrivé à ta balle. J'essaye d'avoir aucune pensée autour du golf, c'est-à-dire que surtout c'est la priorité. C'est la priorité pour moi, pour que j'arrive en fait avec le cerveau le plus vite possible à partir du moment où je vais taper mon ça, coup. C'est facile pour toi, non? Je me suis pas permis, Kevin. C'est vraiment très méchant. Non, mais c'est très très méchant. De toute façon, je sais que vous aimez bien vous moquer de moi. Je suis pas venu ici pour souffrir, d'accord? Déjà, je suis pas au top physiquement et mentalement, donc ça va. Hein. Ouais, parce qu'il faut quand même vous dire que Antoine est malade à tous les épisodes qu'il enregistre. Alors oui, je traverse une période un peu compliquée. Ça doit être le 4e d'affilée que t'es vraiment pas bien en plus, non? Oui, exactement. Mais en fait, c'est vrai que quand on a un enfant, vous verrez quand vous aurez des enfants, enfin Kevin, tu as une jeune fille, mais quand vous avez des enfants et qui sont pile dans l'âge où ils commencent à tomber malades, bon, bah, vous reprenez toute leur merde. Et puis du coup, on le partage parce que c'est important le partage, hein, c'est de nos coutumes. Donc du coup, l'enfant est malade, la femme est malade, le malade. Et puis voilà, très bien. Vous êtes content, vous connaissez ma vie. Bah, très bonne soirée, à très bientôt, au revoir. Ouais, surtout qu'il y a 2 jours, tu me fais la bise en me disant non, j'ai une allergie, et 2 jours après, le mec est en train de mourir. C'est juste parce que j'ai envie de te contaminer. Bref, je suis pour le partage, c'est pour ça. Bref, dans l'avant, on était d'accord pour dire que c'était en marchant qu'on pouvait un peu débroussailler notre sous-bois et commencer à y voir un peu quelque chose. Kevin, on a 40 secondes pour jouer. Pourquoi je me sens visé là? Parce que c'est toi qui l'as dit et que tu mettais à peu près 40 minutes pour chaque putt. Et... non, c'était juste un petit rappel comme ça. Pourquoi tu l'as pris pour toi? Ouais. Et donc dans cette prise d'information, c'est vrai que là on va pouvoir aussi potentiellement vous renvoyer sur l'épisode 9, stratégie et performance, mais dans cette prise d'information on est vraiment sur l'endroit là où on veut aller, l'endroit aussi là où on ne veut pas aller, parce que ça permet en fait de préciser beaucoup mieux l'endroit là où on veut aller, ensuite de définir la trajectoire comme on en avait parlé, et qu'est-ce que vous mettez d'autre dedans? Ouais, dans le avant, c'est toujours pas évident parce que le avant, le pendant et le après, c'est vrai que c'est des moments qui peuvent se mélanger un petit peu. Moi, en tout cas, le avant, il dure jusqu'au moment où j'ai pris ma décision du coup. Donc 2-3 minutes. Ouais. J'ai pris ma décision du coup et que je sors le club du sac. Là, je vais plus rentrer dans le pendant. Donc je dirais prise d'information, comme on a dit, peut-être un peu de décontraction, relaxation, effectivement, si je suis stressé, et prise de décision par rapport à la prise d'information. Tu vas faire comment si jamais tu te sens tendu, stressé? Alors, si je suis tendu, stressé, je vais essayer de mettre des choses en place plus dans le pendant après, donc on pourra en parler. Mais dans un premier temps, je vais en tenir compte pour ma prise de décision.
et peut-être ou avoir une stratégie différente, ou choisir un club qui peut, ou un coup qui peut m'enlever un peu ce côté stressant. Pas d'imagerie mentale, pas de visualisation, pas de discours interne, pas de respiration? Alors, si le discours interne, toujours, ouais. c'est toujours Kevin, je suis très très mauvais, je suis très nul, j'y arriverai jamais. C'est très non, Kevin. non, ça, justement, en plus, discours interne, très très important pour moi, mais moi je le mets plus dans le pendant. Je le mets vraiment juste avant le coup. Pendant le avant, je le mets pas tant que ça. Je le mets dans le après aussi. Mais si juste avant, c'est pas... Si tu as du doute, tu peux pas prendre une décision pertinente si tu n'as pas eu un bon discours interne, une visualisation et une prise de décision. Je pense en tout cas que c'était pas une phase consciente de discours interne. Je pense que je me parle toute la longueur de la journée. Je me parle même la nuit. Je me parle. Donc je pense que le discours interne, il est permanent. En tout cas, je le travaillais plus le discours interne à l'adresse et au moment de jouer le coup avant. Moi, alors après, je te dis ça fait déjà maintenant quelques années que je joue plus vraiment de tournois et que je suis beaucoup plus, que je suis plus stressé quand je joue. Donc, c'est des choses que je faisais un peu inconsciemment. En tout cas, je m'en souviens sur le pendant. Dans le avant, c'est vrai que j'essayais de souvenir, de me mettre dans les meilleures dispositions, mais j'ai pas le souvenir vraiment de cette phase-là. Après, avec un driver et une balle Callaway, t'es pas inquiet maintenant au départ. Tu sais que ça va tout droit et très fort, très loin. Exactement. Et je jouais déjà le driver Callaway à l'époque. Ça n'a pas suffi. Ah ouais, moi, tu vois, je pense que c'est très important, en fait, le discours interne, il doit... Enfin, je vois pas comment tu peux te mettre devant la balle en ayant encore des doutes. Tu peux pas... Pour moi, on ne peut pas gérer les choses dans le pendant. Alors, c'est là où on est peut-être un petit peu en train de glisser sur le pendant le coup, là où il y a énormément de choses à dire, mais pour moi, tu peux pas sortir un club du sac si tu y es pas encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu es encore dans le doute, tu sors deux clubs du sac. Je comprends, mais pour moi, la prise de décision, elle est plus... en tout cas, elle est plus basée sur des éléments concrets et que je peux adapter par rapport à une observation sur le fait que je sois stressé ou pas, mais je vais vraiment gérer mon stress à partir du moment où je rentre dans la routine, sauf que toi, tu as l'air de dire que c'est plus le pendant, il commence quand tu vas arriver à l'adresse, alors que moi, une fois que j'ai sorti le club, c'est là que je commence à rentrer dans une routine, justement avec mon discours interne, etc., où je suis pas encore à l'adresse, j'ai juste le club dans la main et je suis en train de préparer vraiment c'est mes 40 secondes de routine, c'est vraiment là, moi, toute la prise d'information, tout ça, tout ce qui est avant, c'est vraiment un truc que je fais quasiment quand l'autre est en train de jouer et qui fait pas partie de cette phase-là. Une fois que j'ai sorti le club, là, je considère que je commence ma routine et c'est là où je vais être dans un discours qui va me rassurer. Pour toi, la routine, tu as déjà le club dans la main? Ouais, je commence ma routine. J'ai le club qui est sorti. Il commence par sortir le club de la main. Je sors le club de la main, je commence ma routine. Et là, j'ai mes 40 secondes. Mais pourtant, tous les coups, tu les analyses. Tu fais à chaque fois une prise d'information. Donc pourquoi est-ce que la prise d'information ne serait pas la première étape de la routine? Ça, c'est moi qui le vois comme ça. Après, parce que en fait, j'aime bien le côté routine, de me dire que j'ai 40 secondes de routine pour jouer mon coup et de vraiment d'être concentré. C'est vraiment le moment où je switch, parce que la prise d'information, pour moi, elle peut être, vu que je peux la faire alors que c'est pas à moi de jouer, je peux attendre 3-4 minutes avant de jouer le coup. Ça peut être la prise d'information, on attend parce qu'il y a la balle, il y a les mecs qui sont encore en train de jouer sur le green. Enfin, ça peut être tellement un laps de temps long qu'au final, j'ai pas envie d'être dans une phase où je suis trop focus, où je suis trop concentré. Je suis juste dans une prise d'information et dans la préparation de mon coup. Et je suis pas dans la phase routine. Pour moi, la phase routine, il y a plus rien qui existe et je me mets dans mon coup et je suis vraiment à fond dans mon truc. Là, avant, c'est vraiment pour moi une prise d'information qui est pas timée, où je prends mon temps de réfléchir. Les autres sont en train de jouer. On attend. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est deux phases vraiment différentes. Et du coup, je considère que c'est une phase où je vais encore parler dans ma prise d'information, où je peux encore parler à l'autre joueur. Je peux encore, si on est en train d'attendre, je peux rigoler avec mon autre joueur. La partie pour moi pendant et routine, c'est le moment où en fait c'est vraiment que moi et mon coup de golf, quoi. Ok.
Donc voilà, après, c'est évidemment, c'est chacun qui le voit, Oui, comme, comme il moi, veut. je dis n'importe quoi, on travaillerait ensemble, même si je donne pas de cours ou quoi que ce soit, mais on travaille ensemble, je te dirais de changer ça, ouais. Mais Bah, ça tombe bien qu'on travaille pas ensemble. ça tombe Non, bien mais qu'on travaille ensemble. je pense qu'il n'y a, il y a pas de vérité de toute façon. Il y a, comme tu parles de routine, il y en a, leur coup commence 20 secondes avant d'arriver à la balle. Il y en a, leur coup commence pile au moment où ils prennent le club. On voit que de toute façon, toutes les routines, toutes les façons d'aborder les coups, chaque joueur ont des choses différentes, le font de façon différente. Donc, impossible de dire c'est ça qu'il faut que tu fasses. Le tester, je pense que tester, c'est la meilleure solution qu'il puisse y avoir. Après, il faut juste, comme tu disais, Kevin, je trouve que le discours interne est certainement la chose la plus importante. Et effectivement, en même temps, qu'avoir un doute lorsque vous tapez un coup ou lorsque vous préparez un coup n'est pas envisageable. Il faut qu'à partir du moment où le club est pris dans les mains, il ne faut pas qu'il y ait de doute, parce qu'à partir de ce moment-là, vous commencez juste à amener de la tension interne. Et donc du coup, tout ce qui est tension au niveau du golf, on sait que c'est que négatif, et donc du coup, ça pourra que vous tirer vers le bas. Après, il y a de la tension, j'ai envie de dire positive ou négative, bien évidemment, mais je parle surtout de tension négative, parce qu'à partir du moment où le discours interne est hyper négatif, là, en tout cas, dur de faire des bons Est-ce que shots. vous avez un peu des discours internes que vous voulez dévoiler, que vous voulez dire, qui sont perso? Moi, je sais que j'en ai un ou deux que je peux dire, mais pour donner un exemple aux personnes, qu'est-ce que ça peut être un discours interne avant de jouer ou juste avant de jouer ou dans la routine? Là, on est rentré un petit peu dans le pendant. Est-ce que toi, tu avais des phrases ou des choses que tu te disais et que tu veux nous dévoiler aujourd'hui? C'est un peu compliqué parce qu'il y a 5 ans, j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans. Donc je me souviens plus du tout de tout ça, mais à vrai dire, j'essayais juste de rester dans le moment présent. C'est juste ça. C'est vrai qu'on est beaucoup affecté par ce qui se passait avant. On est beaucoup affecté aussi par ce qui se passe après. Donc je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment d'être focus sur le moment présent. Je me souviens, il y a un livre que j'avais lu qui était extrêmement intéressant, qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent. D'ailleurs. Exactement. On va pas se mentir, je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup. Donc c'est vrai que autour de la psychologie, ça c'était assez intéressant. Et je trouve que ce livre ne parle pas forcément que du golf et même quasiment pas du tout du sport, hein, mais ça parle juste d'être dans le moment présent, dans chaque moment, et que du coup ça vous permet juste de relativiser sur beaucoup de choses et d'être focus sur la chose au moment T. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important, et ma seule pensée c'était, voilà, concentre-toi sur ce qui se passe actuellement, pas sur ce qui se passait avant ou sur ce qui va se passer après. Moi, par exemple, les quelques phrases que je pouvais me dire dans la tête, c'était surtout des phrases pour dédramatiser le coup de golf, d'arriver à me mettre dans les meilleures dispositions pour que le coup de golf ait beaucoup moins d'importance pour moi. Chaque coup de golf avait énormément et trop d'importance à mes yeux, et ça me bloquait, ça m'empêchait d'arriver à exécuter le coup. Donc du coup, la plupart des phrases étaient tournées dans ce sens-là, en me disant que ma famille serait toujours là pour moi, m'aimerait toujours, que ce coup de golf n'allait pas changer qui j'étais. Donc j'étais beaucoup dans cette façon de faire, et ça m'aidait beaucoup pour exécuter les coups. Ouais, je me permets tout de suite de rebondir sur ce que tu dis parce que je trouve ça hyper intéressant. Le côté dédramatisé, moi j'appelle ça en fait sortir de l'environnement. Par exemple, quand on peut avoir peur de rater un petit putt, on se met à mettre beaucoup plus d'importance, à donner beaucoup plus d'importance au putt que ce qu'il en a réellement. Il faut sortir de l'environnement dans lequel on est pour nous aider à dédramatiser et à se dire qu'en fait, voilà, ce putt-là, je l'ai déjà fait 1000 fois. Si on l'a raté 1000 fois, c'est problématique, mais j'ai déjà fait plein de fois des putts comme ça, et ce n'est qu'un putt de golf, en fait. Ce n'est qu'un putt de golf, et il n'a que l'importance que je lui accorde. Si je suis OK avec le fait que c'est pas tout entre mes mains, c'est-à-dire que c'est pas sûr que je vais le rentrer, que je peux le rater, et que j'ai juste à faire un bon putt, et donc du coup juste à avoir défini une bonne vitesse, défini une ligne, et à m'être aligné, et bien terminé, hop, c'est bon, ça passe. Pareil pour un drive, je suis OK, je veux la mettre là, et puis je vais juste faire le meilleur swing possible. Et sans que jamais on soit centré sur la conséquence du coup, mais
mais que ça soit juste en fait pour ce que c'est-à-dire que c'est juste un coup de golf. Je pense que c'est là où les meilleurs sont les meilleurs sous pression, c'est qu'ils arrivent à gérer justement les émotions qu'ils ont dans ces moments-là, avant un coup. C'est que voilà, ils acceptent que si ça se trouve, ils vont pas forcément faire le meilleur des coups, mais en tout cas, ils sont complètement focus sur le fait de taper un bon coup et pas de pas rater ou quoi que ce soit. Et ensuite, l'autre chose que tu as dit qui était top, Kevin, c'était le côté de mes parents m'aimeront toujours, ma famille m'aimera toujours, et que ça ne me définissait pas en tant que personne. Ça, c'est hyper important. On a tendance à donner tellement d'importance à un coup de golf, surtout pour les plus compétiteurs d'entre vous, que ça soit des compètes de club ou régionales ou nationales, ou même encore mieux si vous êtes pro ou quoi que ce soit. On a tendance à penser de temps en temps qu'un coup nous définit, mais heureusement non, parce que sinon on serait assez déçus de nos personnes. Mais il faut vraiment réussir à se détacher du coup, et ce n'est qu'un coup de golf, et on essaie juste de faire de notre mieux, et c'est déjà pas mal. Et je rebondis, Seb, par rapport à ce que tu dis. C'est vrai qu'on est majoritairement dans le résultat. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. On n'attend qu'une chose à la fin, c'est d'avoir réussi le coup, c'est d'être dans le résultat. Et c'est vrai que dans cette conséquence, on oublie complètement de se concentrer sur le bon processus, sur qu'est-ce qui va te permettre au final de faire ce bon coup. Parce que si on était complètement détaché de ça, on ferait tellement des meilleurs coups, nos coups mauvais seraient tellement moins mauvais. Et au bout d'un moment, j'ai envie de dire, je pense que si on arrive tous à se mettre dans cet état d'esprit, on ferait plus de birdies, plus de par. Ouais, mais moi, c'est exactement ça que je me disais. J'essayais vraiment de me dire que, au pire du pire, je loupe le coup. Mais et que c'est pas grave. Et franchement, ça va en fait. Et franchement, ça va, ça va bien se passer. Et vraiment, c'est hyper important d'arriver à être dans cet état-là. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, je sais que vous aussi, vous vous mettez dans des états de temps en temps où c'est pas normal pour un coup de golf. Et tous on le fait. Hein. C'est pas normal. Il faut arriver à être lucide sur ce moment-là et de se dire eh oh, tout va bien, c'est que du golf, c'est qu'une partie de golf. Ouais, mais là, tu parles par exemple d'énervement. Et tu veux dire que par exemple, s'il y a quelqu'un qui réagit très énervé et qui l'exprime de façon physique ou verbale, tu veux dire que c'est pas bien ? Je vais dire plutôt, ça c'est plutôt pour moi le après, ça c'est une réaction plutôt. Je dirais plus dans la préparation où tu sens que c'est en train de te bloquer et te stresser, que ça t'empêche d'exécuter le coup. Parce qu'il y a cette attente justement et d'importance sur le coup. Je parlais plus de ça parce qu'après, on va en parler pour le après. Je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est intéressant, les réactions, de pouvoir évacuer. Enfin voilà, on en parlera plus après. Je suis assez d'accord. Moi, il y avait une chose qui était assez intéressante que j'avais eu la chance de pouvoir faire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas. C'était un outil qui s'appelait le Focus Band que tu mets. Donc, c'est une sorte d'élastique que tu mets autour de la tête. Ouais, alors j'allais faire une autre métaphore, j'allais dire pour ceux qui ont fait du ski dans les années 90 avec les bandeaux juste sur les oreilles et qu'on avait le lipstick blanc et les lunettes avec un cordon pour les tenir, on avait souvent un bandeau qui laissait les cheveux dehors. Ça ressemble à ça. Pour ceux qui ont des cheveux. Donc, pour ceux qui ont des cheveux, effectivement. Pardon, messieurs. Et donc je sais que Jason Day le faisait beaucoup. Il lui avait même fait une casquette pour pas que ça se voit. Il lui avait mis le bandeau à l'intérieur de la casquette. Enfin bon, bref, c'était assez intéressant. Et donc pour vous dire, en gros, l'application vous montrait quand vous étiez dans un bon état et un beau focus pour taper le coup de golf. Donc c'était vert, et quand vous étiez pas dans le bon état, c'était rouge. Et, tu te souviens de comment c'était calculé ça ? Non, honnêtement, je me souviens plus de la technologie. Je crois que c'était sur les neurorécepteurs. Ouais, je suis quasi sûr que c'était en relation aussi avec la cohérence cardiaque, c'est avec les mouvements de ton crâne vis-à-vis de ta respiration, vis-à-vis de ton cœur aussi. Ouais, je croyais qu'il y avait il y avait peut-être un truc sur les yeux aussi. Enfin bon, il y avait plusieurs. Honnêtement, excusez-moi pour ça, j'ai plus du tout en tête. Je le faisais en tant que joueur, donc j'avais pas du tout cherché plus loin que ça à savoir comment ça fonctionnait. En tout cas, ce qui était assez drôle, c'est qu'effectivement, il y avait des joueurs qui étaient, je crois que c'était Ricky Fowler par exemple qui l'avait fait, où il était dans le rouge dans sa préparation, dans le rouge pendant toute sa routine, dans le rouge jusqu'à ce qu'il se mette à l'adresse, et au moment où il allait jouer, pam, il passait dans le vert et il se mettait dans le vert et il tapait. Il y avait des joueurs qui étaient dans le vert tout le temps. Et il y avait des joueurs, moi c'était assez intéressant parce que c'était notamment au chipping que ça m'avait frappé. C'était que j'étais dans le vert
je me préparais, j'étais dans le vert. Je faisais mes coups d'essai, j'étais dans le vert. Je me mettais à l'adresse, j'étais dans le vert. Je regardais, donc je visualisais ma cible une dernière fois. Je regardais la cible, je passais dans le rouge, je jouais, j'étais dans le rouge. Et en fait, il y avait une période où ça m'avait beaucoup aidé. Je l'ai fait beaucoup sur le grand jeu et je le fais encore de temps en temps quand je suis stressé. C'était en fait de ne pas me reconnecter à la cible avant de jouer. Donc c'était de en fait, prendre énormément mon temps pour mes coups d'essai, prendre beaucoup de temps et très minutieux sur le fait de m'aligner. Et ensuite, à partir du moment où je me mettais à l'adresse, je ne regardais plus à gauche, enfin je regardais plus en fait la cible et je exécutais les coups sans regarder la cible. Alors ça paraît un peu bizarre pour beaucoup de personnes qui en plus prônent la visualisation, etc. En l'occurrence pour moi, ça prenait peut-être plus le dessus, le fait de ne pas être pollué par une projection du coup et peut-être les dangers qui pouvaient m'affecter ou l'attente, etc. En tout cas, ça avait un meilleur effet. Donc voilà, c'était pour la petite histoire sur le focus bend. C'est intéressant et ça réagit un peu différemment en fonction des secteurs de jeu. Moi, ça m'avait pas mal aidé sur le chipping, effectivement, à l'époque, d'enchaîner mes coups d'essai, de me mettre à l'adresse et de taper au lieu de me reconnecter à la cible. Et c'est vrai que Jason Day, on le voyait beaucoup au niveau de la préparation de son coup, respirer, fermer les yeux juste avant. Et on le voyait, il fermait les yeux pendant 3-4 secondes. Et juste au moment où il ouvrait les yeux, une seconde après, il commençait à se diriger vers le coup. Et c'est vrai que j'avais lu cet article par rapport au fait qu'il avait utilisé le focus band et que c'était un espèce de, j'ai envie de dire, de pré-routine ou de routine, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Où il s'entraînait à passer dans le vert, en fait. Exactement, c'était le fait de fermer les yeux, ça le permettait tout de suite de rester dans le vert et à partir de ce moment-là, dès qu'il ouvrait les yeux, il restait dans le vert jusqu'à la fin du coup, etc. etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et on parlera de la visualisation, le fait de complètement cet effet pour lui de fermer les yeux, c'est de se vider complètement de tout ce qu'il y a autour et dès qu'il a les yeux ouverts, on ouvre entre guillemets une nouvelle histoire, on est focalisé que sur ce qui se passe là-bas et rien d'autre. Ouais, je trouve ça fascinant sur quelques joueurs où c'est très visible. Je trouve qu'il y a Mickelson, il y a Nicolas Colsaert, c'est les deux qui me viennent comme ça, où tu sens que quand ils rentrent dans leur coup, ils ont un regard. Alors je pense que c'est dû peut-être à leur regard, dans le regard qui est peut-être plus fort que d'autres, mais tu sens qu'ils sont habités. Tu sais qu'il y a un regard de concentration qui est très très poussé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention ou pas, mais c'était deux joueurs moi ça m'avait vraiment choqué. Où je trouve qu'il y a une concentration qui est tellement visible dans leurs yeux juste avant de jouer. Au moment où ils se dirigent vers leur balle, j'avais trouvé ça toujours assez fascinant sur ces deux joueurs. Ouais, moi, les deux joueurs qui me fascinent vis-à-vis de ça, c'est Tiger. Tiger sur toutes les vidéos qu'on voit de lui, ou même à l'époque, le focus visuel qu'on voyait de lui était assez ahurissant. Et pour avoir eu, et pourtant c'est pas à sa plus grande époque que j'ai joué avec lui, mais pour avoir joué plusieurs fois avec José María Olazábal, le regard qu'il met dans une partie... sans enjeu ou quoi que ce soit, là où il est juste là pour faire justement de son mieux, et le regard qu'il met sur tous les coups, tu sens que c'est exactement le même qu'il mettait quand il devait être au départ du 18 du Masters avec un point d'avance, un regard et une concentration énorme et qui a l'air d'être très porté par les yeux, même si on a tous des sensibilités différentes. On peut être kinesthésique, visuel, auditif, il y a différentes manières. Kinesthésique, on va ressentir, visuel, on va voir, auditif, c'est qu'on est plus capable d'écouter que les autres. On peut être un peu des trois, on peut être parfois l'un, parfois l'autre, ça dépend aussi des périodes, mais en tout cas, on aborde beaucoup de points de la routine, je trouve un petit peu en vrac. J'aimerais qu'on restructure un petit peu tout ça en disant quels sont les différents éléments qu'on peut insérer dans une routine. Ok. Sur la routine, je pense il faut voir dans quel ordre. Moi, j'aime bien, en tout cas, conseiller à mes joueurs d'avoir quand même... Avant de parler d'ordre, je pense qu'il faut vraiment juste qu'on restructure, parce que les ordres ensuite peuvent être très spécifiques justement en fonction des spécificités des gens, mais vraiment de parler des éléments qu'on met dans une routine, sans parler d'ordre. Ouais, moi je pense que le coup d'essai est très important. Alors je dis bien coup d'essai et pas forcément coup d'essai technique, parce que ça va dépendre un petit peu ce que tu recherches sur le coup d'essai et qu'est-ce que tu as besoin. Alors tout ça se teste évidemment, c'est de tester des intentions qui nous font bien jouer.
Moi, je sais par exemple qu'il avait tendance à avoir un rythme trop rapide. J'étais plus sur un coup d'essai de relâchement et de rythme et d'essayer de vraiment relâcher plus que sur un démarrage ou une Donc pensée. un coup d'essai au service de quelque chose Exactement. qu'on définit. Que ça soit sur, comme tu allais dire, du démarrage, que ça soit sur un truc de tempo, que ça soit sur une question d'équilibre, que ça soit sur une volonté de chemin de club, par exemple. Exactement. Ok, donc un coup d'essai, si c'est pour y mettre quelque chose de précis. Ouais, exactement. Je pense que tout ce qui doit être de toute façon dans la routine doit être utile. Sinon, on l'enlève. Le but, c'est d'avoir une routine la plus simple possible et la plus efficace. Et pour ça, il faut avoir effectivement des éléments très précis, pas trop, mais qu'on exécute à chaque fois. Donc évidemment, il y a le coup d'essai qu'on vient de dire avec une intention. Il y a pour moi une phase de mise, comment dire, de mise, pas de mise, Mise en exécution. Oui, mise en exécution, vu qu'on fait pas dans l'ordre, de vraiment d'arriver à la phase où on démarre. Donc ça veut dire qu'on se met à l'adresse et puis on y va. Il y a la phase, je pense, d'alignement que parfois on fait avant de se mettre, avant de faire les coups d'essai ou après. Qu'est-ce que j'oublie encore ? Il y a la phase de visualisation qui peut être faite ou à l'adresse ou avant. Et donc du coup après, encore une fois, je vais parler à ce que je conseille. Il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, de faire le coup d'essai, mais qui ont du mal à s'aligner en étant à l'adresse. Donc du coup, ils vont faire plutôt le coup d'essai derrière la balle, faire le coup d'essai, s'aligner et après exécuter le coup. Il y a des personnes qui vont s'aligner, faire des waggles ou faire un démarrage, mais ils seront déjà à l'adresse. Donc là, ça dépend un petit peu. L'ordre, il va être à définir un petit peu en fonction de l'élément que vous voulez, des éléments que vous voulez mettre. Je sais que par exemple, Antoine, toi, tu avais tendance, tu faisais très attention au grip, tu avais tendance à gripper le club avant de commencer à t'aligner et de te mettre à l'adresse. Moi, par exemple, je sais que j'aimais bien faire le coup d'essai, faire toute la partie hors de la balle. Et une fois que j'avais fini ça, je m'alignais. Je faisais très attention à m'aligner, mais ça allait très vite entre le moment où je m'alignais et que je jouais. Toi, Seb, j'ai plus le souvenir exactement de ta routine. Moi, je fais tout derrière la balle, moi. Extrêmement beau, là. Moi, je fais tout derrière la balle. Par contre, moi, en plus, tu as commencé par ça, mais je trouve que tu donnes trop d'importance au coup d'essai. Moi, justement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de doute qui est mis par le coup d'essai, et on le voit même de plus en plus, je trouve, au putting et même parfois au grand jeu. Il y a des joueurs qui font plus de coup d'essai du tout. Parce que justement, de temps en temps, ça peut être quelque chose qui nourrit le doute et qui fait perdre du temps aux joueurs qui n'a pas le temps de régler les choses. Les choses se dérèglent dans sa tête parce qu'il perd du temps à faire des coups d'essai, en fait, parfois. Je trouve. Ouais. Moi, ça dépend du secteur de jeu. Tu vois, au putting, j'en ai jamais fait. J'ai l'impression qu'au chipping, ça serait quand même compliqué de ne pas en faire. Parce que je trouve que c'est une création. Mais parce que tu recherches quelque chose de spécifique. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que c'est quand même un élément important pour beaucoup de personnes si c'est très ciblé, si tu veux. Si c'est vraiment une dernière pensée, une dernière chose qui peut les empêcher ou leur plus gros défaut, ou en tout cas quelque chose qui les rassure, qui leur fait du bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pas faire un coup d'essai pour faire un coup d'essai. Ça, pour moi, le coup d'essai, il a avant tout un aspect technique, j'ai envie de dire. Il y a le coup d'essai où on essaye de faire le coup d'essai le plus juste possible par rapport au coup qu'on a envie de faire. Il peut y avoir également le coup d'essai qui soit un petit peu à l'extrême par rapport à ce que l'on veut faire. Par exemple, on voit très bien, et moi j'ai cette image de Noren ou de Woods, Noren qui avait tendance lui à avoir un chemin de club qui partait un petit peu à droite après l'impact, à jouer un petit peu en draw, un intérieur-extérieur, et on le voyait très bien dans ses coups d'essai, aller à l'extrême, amener les mains énormément à gauche, le chemin de club énormément à gauche,
pour essayer de ressentir le plus possible cette sensation. On voyait Woods à un moment, lui, qui avait une tendance à faire un peu d'early extension. On le voyait au moment de descendre le club, il sortait énormément les fesses, il s'asseyait, il était à la limite d'avoir les genoux qui étaient à 90 degrés avec les jambes. Jiménez, fabuleux aussi. Jiménez qui faisait des sortes de par-dessus là, sur des coups d'essai. Exactement. Ouais, et donc ça, c'est vrai très que... probablement des kinesthésiques qui ont besoin de ressentir absolument, en fait. Ouais. Exactement. Et moi, je le prends aussi de cette façon-là. C'est vrai que je trouvais que j'étais énormément bloqué au niveau des hanches au moment de l'impact. Et c'est vrai que le coup d'essai qui était vraiment 3 secondes avant de taper, c'était vraiment en fait d'arriver avec les hanches qui étaient complètement tournées vers l'objectif au moment de l'impact pour sentir comme un déverrouillement musculaire en fait au niveau de cette rotation. Et c'est vrai que quand je le faisais juste avant, ça m'aidait énormément à sentir cette rotation au moment de l'impact, alors que lorsque je ne le faisais pas, je me sentais encore un peu bloqué. Donc c'est vrai que cette routine autour du coup d'essai est extrêmement intéressante. On en voit qui n'en font pas, comme tu disais, de coup d'essai parce que tout simplement il y a une prise de tête pour certaines personnes qui est trop importante et que du coup ils n'éprouvent pas forcément cette sensation. Le coup d'essai peut tout simplement aussi avoir une vocation de s'échauffer, de remettre un petit peu le corps en chauffe musculairement, faire un coup d'essai parce qu'on a marché 2-3 minutes entre le coup du drive et le coup du fairway et ça permet juste de réactiver musculairement, nerveusement. Donc plusieurs fonctionnalités sur ce coup d'essai. Et la visualisation, du coup, vous en pensez quoi? Moi, la visualisation, ça m'a pas vraiment parlé. J'en ai fait, moments où j'en ai pas fait. C'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Je trouve ça difficile, en fait. Ouais, alors que pour moi, justement, le coup d'essai serait bien mieux à remplacer par de la visualisation. Mais ça, c'est aussi des préférences personnelles. Mais je trouve que s'il n'y a pas une image claire de ce qu'on veut faire, c'est compliqué. Ça, c'est mon côté assez visuel. Mais je suis assez aussi kinesthésique, donc avoir besoin de ressentir. Mais parfois, mon visuel me permet de ressentir, alors qu'un coup d'essai m'a jamais permis de voir. Et je trouve qu'après, dans la visualisation, ça peut être quelque chose qui est fait les yeux fermés, ça peut être quelque chose qui est fait les yeux ouverts, ça peut être quelque chose qui est fait la veille aussi, de temps en temps, pour préparer un parcours. De faire ça la veille au soir en visualisant le parcours dans sa chambre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il semblerait quand même que l'immense majorité des sportifs, dans l'immense majorité des sports, font tous beaucoup de travail de visualisation parce que c'est quelque chose qui permet à certains de garder la vie, pour ceux qui font de la F1, de la descente, du Super G, ces choses-là, du vélo. Ici, ils visualisent beaucoup aussi du vélo, du cyclisme, pardon. Donc, on peut voir un coup de golf au travers d'un couloir, on peut voir un coup de golf en direction d'une seule chose très précise, on peut imaginer sa balle avec un protresseur, on peut juste voir sa balle voler, il y en a qui ne la voient pas voler, ils voient juste un axe. Mais la visualisation permet, en fait, le cerveau, quand on lui fait faire de la visualisation, il croit que c'est arrivé. Donc c'est pour ça que de visualiser un mauvais coup, c'est pas si grave si on met quelque chose après. Si on remet quelque chose après, comme les mauvaises pensées, c'est pas grave. Si on remet quelque chose après, ça c'est dans le discours mental, pas dans le discours interne quand on a peur ou quoi que ce soit. Mais une fois que le cerveau a cru que c'était arrivé, il va avoir plus de facilité à le reproduire. Donc c'est en ça que la visualisation est très intéressante. Ouais, moi, tu vois, par exemple, au putting, je pense que je putte que comme ça. Je pense que je fais que de la visualisation. Moi, je la vois rentrer, je l'entends rentrer. J'entends même le bruit, j'essaie de me mettre le bruit, tu sais, de la balle qui tombe dans le bogey, pour justement éveiller au maximum les sens, parce que c'est ce qui, on va dire, un petit peu fait croire au corps que tout est déjà arrivé. Donc en fait, mais je l'ai déjà fait, j'ai plus qu'à le refaire en fait. Ouais, une impression de déjà vu. Et ensuite, c'est là où moi, je trouve que l'une des choses aussi monumentalement importantes, j'aime bien inventer des mots, qui est très très importante, c'est le discours interne de... on entend toujours les très grands sportifs dire croyez en vous. Eux, ils parlent souvent de manière générale, mais c'est croyez en vous, en fait, aussi sur chaque coup. Ça ne veut pas dire croyez en vous sur le coup le plus stupide que vous pouviez tenter. Non, c'est croyez en vous dans votre capacité, en fait, à faire un bon coup et à avoir mis tous les éléments en place pour faire un bon coup. Et donc, du coup, dans le discours interne, ça peut être de s'encourager avec simplement un allez Seb, ça peut être en s'encourageant en disant voilà, t'inquiète pas, des coups comme ça, t'en as réussi des dizaines, des centaines, des milliers. Ça peut être simplement en se dédouanant aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Mais en fait, si je le rate réellement, qu'est-ce qui se passe ? Oui, peut-être ça me fait perdre des places au classement. Peut-être que ça me fait
perdre des coups par rapport au par, peut-être que ça... Mais en soi, ça change pas grand-chose, c'est qu'un coup de golf. Alors oui, si c'était pour gagner un tournoi, c'est quand même toujours plus embêtant que si c'est pour faire 20e au lieu de 18e, c'est sûr. Mais ça restera toujours qu'un coup de golf. Donc le discours permet aussi de relativiser là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi beaucoup de joueurs revenir après des naissances et gagner leurs premiers tournois ou gagner des tournois. Justement, je pense qu'il y a un côté au final où il y a tellement quelque chose qui prend tellement d'importance tout d'un coup, alors que ça a été le golf toute ta vie et que tu as un enfant, et des joueurs que ça a pu aider justement à relativiser et à se mettre dans un état complètement différent. Après cette naissance, on a plusieurs exemples. Alors des personnes que ça a perturbé aussi parce qu'ils dorment plus, mais d'un autre côté, il y a pas mal d'histoires où après malheureusement un décès dans leur famille ou après une maladie. Après en fait des événements qui sont tellement au-delà d'un coup de golf qu'au final, on remet le golf à sa juste place, qui reste un jeu qui peut prendre beaucoup d'importance pour beaucoup de personnes, mais qui reste quand même un jeu avant tout. Ouais. Et maintenant, surtout, après avoir fait ce joli coup ou ce mauvais coup, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un après. Et cet après, comment on réagit ? Attends, dans le pendant, on a oublié un petit truc, mon petit Antoine. On n'a pas encore parlé aussi de quoi penser pendant le swing. Parce qu'on entend très souvent la question de pensée technique, pas de pensée technique, ou combien de pensée technique, ou à quoi j'ai le droit de penser quand je suis en train de taper. N'est-ce pas, messieurs ? Eh ben, je suis bien d'accord. Vous faisiez comment ? Ou qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec vos élèves, vous essayez de faire ? Aussi bien votre expérience personnelle quand vous jouiez, et votre expérience aujourd'hui d'entraîneur. Tu fais au putting, je fais le grand jeu ? Ouais, bien sûr. Encore une fois, je pense que je vais être très vague en même temps sur ça et ne pas l'être. Je pense qu'il faut s'adapter à la personne que l'on est en face de soi. Si je dois parler moi personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup penser technique. Donc je suis quelqu'un, lorsque je vais par exemple visualiser un putt, je vais du moins essayer de m'aligner vers l'axe de visée que j'ai déterminé. Et je vais faire le mouvement qui est en relation avec le bon dosage que je vais faire, mais avec une pensée technique pour moi, qui est d'avoir cette sensation de monter le putter légèrement extérieur pour en réalité qu'il vienne légèrement arquer, parce que j'ai ma tendance à arracher le putter trop à l'intérieur. Donc juste une différence entre sensation et réalité. Et ensuite, ce que je souhaite, c'est arrêter le putter un peu plus tôt après l'impact pour avoir cette sensation un peu de rebond, si je puis dire. Donc ça, au putting, moi, c'est ma pensée technique et j'ai beaucoup de pensée technique. Il s'avère que ça peut ne pas fonctionner chez tout le monde parce que je suis sans aucune prétention un excellent putter et j'ai été un très très bon putter, et j'ai toujours eu ces pensées techniques. Dans le swing, ça a été la même chose. Peut-être qu'il aurait fallu que dans le swing je sois un petit peu moins, mais ça, avec des si, au bout d'un moment, on aurait pu aller très loin. Donc ça, moi, c'est ce que je faisais. Mais ce que je fais faire aux autres, je leur fais faire des essais. Je regarde tout simplement s'ils aiment bien qu'on soit peut-être un peu plus dans le feeling, ou ils aiment bien avoir juste une pensée technique ou deux pensées techniques. Je pense que ça dépend tellement d'une personne à l'autre que, encore une fois, je le disais tout à l'heure dans le podcast, c'est qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer, en fait. Parce que c'est difficile de savoir si il faut que vous fassiez ça ou il faut que vous fassiez autre chose. Moi, par rapport au grand jeu et ce que je fais avec mes élèves, la première chose, c'est ce que dit Antoine, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il faut les tester. On ne peut pas deviner comme ça. Donc moi, j'aime bien justement de se mettre à des petits tests sur 5 balles, sur 10 balles, où on fait avec une pensée technique, une préparation, et on voit si ça fonctionne et si on est performant comme ça. Moi, j'essaye qu'il y ait vraiment... Je vais distinguer deux choses. Je vais distinguer en posture, donc à l'adresse, avant de jouer. Je peux mettre entre une ou deux pensées de posture, que j'appelle aussi, je l'englobe, même si je ne sais pas si c'est technique ou pas, mais en tout cas pour moi je l'englobe, où là tu peux penser à deux choses parce que c'est avant de taper, donc c'est dans l'installation. Tu peux avoir une pensée sur le grip, tu peux avoir une pensée sur la position de tes pieds, sur la position de tes hanches, tes épaules, enfin bref, il y a plusieurs types de pensées. Donc ça, une ou deux, et après j'en mets vraiment qu'une dans le swing. Et je la mets pas à la descente. Je la mets soit au démarrage,
Allez, au plus tard, en haut de la montée, si c'est par exemple d'essayer de faire une pause ou par exemple si c'est sur le rythme ou quelque chose comme ça. Et sinon, je la mets plus dans la traversée ou dans le finish. Mais j'essaye alors surtout jamais à l'impact. Moi, en tout cas, je suis vraiment pas pour et vraiment pas à partir de la mi-descente, quoi. J'essaie vraiment d'exclure parce que pour moi, c'est des éléments, des endroits du swing qui sont vraiment dangereux où on peut rajouter des pensées et j'aime pas trop en mettre ici parce que ça peut provoquer des choses pas très cool sur la phase de club et sur la traversée. Très bien, messieurs. Maintenant, Antoine, je suis d'accord. Si tu veux qu'on parle de l'après, on parle de l'après. Bon, donc maintenant, nous allons parler de l'après. C'est vrai que cette petite balle vole. Cette petite balle est en train de voler. Oui, ou tout simplement, cette petite balle est arrêtée. Ou cette balle n'a pas volé. Ou cette balle n'a pas volé et est toujours au même endroit. Bien sûr. Donc, après, de toute façon, que le coup soit réussi ou non réussi, il y a une réaction. Et cette réaction, comment elle doit être traduite? Est-ce que la majorité du temps, lorsqu'on a une réaction qui est verbale ou physique, elle peut être négative, positive? Je trouve que, encore une fois, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Je trouve qu'il y a des joueurs qui s'énervent après, mais ça leur permet de pouvoir évacuer tout simplement toute cette frustration. Il y en a leur permettent tout simplement de rester un peu comme Stenson, cet homme de fer, j'ai envie de dire. Glace. C'était pas l'homme de glace? Si, c'était Iceman. Iceman, voilà, exactement. Iron Man, c'est quelqu'un d'autre, ouais. Qui tout simplement lui permettait de rester dans une bulle et de ne pas réagir à que le coup soit mauvais ou soit bon. Moi, j'aime bien ce système. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais, ce système de ne rien laisser paraître, du moins d'essayer qu'on ne puisse pas savoir si je jouais bien ou je jouais mal. C'était raté, non? En tout cas, on croyait toujours que tu jouais mal par ton attitude. Oui, c'est vrai que on savait. C'est vrai que par contre, moi j'avais l'impression que plus il était énervé, plus j'avais l'impression qu'il était énervé, plus en fait c'est parce qu'il avait bien joué et que en fait. Mais c'est vrai qu'on savait pas, ouais. Ouais, on savait pas trop. Mais je trouve que les réactions, effectivement, c'est propre à chacun. Je crois que c'est Tom qui nous disait sur le premier épisode, c'était le second même, qu'on a fait avec lui, qui disait que lui, il avait besoin d'extérioriser un petit peu, je crois, de souvenir. Je pense qu'effectivement, c'est propre à chacun et que chacun a besoin ou pas d'évacuer. Je sais qu'à notre époque, quand on était jeune et qu'on commençait à parler, on nous disait qu'il fallait justement rester très stoïque, vraiment ne pas laisser paraître. Mais je sais que ça a évolué pas mal sur ça au fil des années avec les préparateurs mentaux qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même des joueurs qui avaient besoin d'extérioriser. Et voilà, moi je sais que j'étais pas un joueur vraiment qui criait ou hurlait ou lançait ses clubs. J'avais plutôt tendance à garder les choses pour moi et intérieurement, ce qui n'est pas forcément bon non plus. Mais en tout cas, il faut trouver un moyen d'être dans le meilleur état possible pour taper le coup d'après. Qui soit... Pour soi, en fait. Ouais, exactement. Ouais. C'est déjà comprendre comment est-ce que nous, on réagit face à l'adversité ou face à une situation qui est extrêmement positive. Moi, je sais que... je suis désolé, je vais être un tout petit peu vulgaire, mais moi, je sais que aujourd'hui, les joueurs de très haut niveau me font chier à n'avoir aucune réaction quand ils mettent un long putt, quand ils rentrent une sortie de bunker ou quand ils gagnent un tournoi. Moi, je sais que le sport, c'est fait pour vivre des émotions et que de même pas vraiment savoir si le mec, ça le fait plaisir d'avoir gagné un tournoi ou pas, moi, ça m'amuse pas du tout. C'est quelque chose que j'ai énormément aimé chez Tiger et Tiger avait ce qu'il appelait la 10-yard rule. Donc la règle des 10 mètres à peu près, des 9 mètres 10 exactement. Donc pendant 10 yards, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Donc il pouvait s'énerver, il pouvait exploser de joie, mais il avait 10 yards pour le faire, donc 10 mètres. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut marcher au ralenti, comme ça on peut gueuler pendant plus longtemps. C'est juste, il s'était fixé sa petite règle de, pendant 10 yards, j'ai le droit de m'exprimer négativement, de m'exprimer positivement. Et après, c'est fini parce que ça y est, le coup est complètement terminé. Et dans ce discours, d'ailleurs, vu que Kevin et Antoine, vous parliez de ce qu'on pouvait se dire, pareil, une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée à propos de Tiger, c'est que Justin Thomas avait dit une fois que ce qu'il avait toujours impressionné chez lui, c'était sa capacité à ne pas s'insulter soi-même quand il n'était pas content.
C'est-à-dire qu'il allait dire, ah là là, Tiger, quel mauvais swing tu viens de faire, ou oh là là, quel coup de bip, mais pas de Tiger, t'es nul, pas de discours négatif vis-à-vis de lui-même. Donc ça revenait à ce que tu disais, Kevin, dans l'avant, dans le côté là où lui, il arrivait sûrement du coup à dédramatiser que le coup raté n'était pas, ne le définissait pas, donc il ne s'associait pas avec le cafard. Non, il s'associait pas au mauvais coup, donc il s'associait pas tant que ça aussi au bon coup, c'est-à-dire qu'il avait juste préparé son coup de la meilleure des manières, exécuté de la meilleure des manières, et si ça se terminait bien, et ben c'était génial. Mais je pense qu'on a forcément beaucoup à apprendre du mindset de Tiger sur l'après-coup, ouais. Ça, c'est sûr, mais oui, si vous devez retenir une seule chose, c'est essayer de comprendre comment vous fonctionnez et qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour vous retrouver dans le meilleur état pour faire le meilleur coup après un coup que vous ayez joué, qu'il soit bon ou mauvais, parce que parfois, il peut y avoir le côté inverse aussi. Tu peux faire un excellent coup et tu es tellement enthousiaste ou enjoué, etc., que tu fais derrière un coup, ça te sort. On le voit souvent, ça arrive souvent après un trou en un ou un coup rentré, que parfois on loupe le trou complètement derrière parce que en fait il y a eu un changement d'état qui fait qu'on n'a pas réussi à se remettre dans le meilleur état pour jouer un super coup, et là c'est d'une façon positive en plus, donc c'est même pas sur un coup raté. Je me permets d'une anecdote complètement personnelle. En Allemagne en 2021, je crois. Là, je fais 3 en 1 au 6 et je fais balle perdue au trou d'après. Donc je fais 3 en 1, triple. Super, c'est bien Sébastien, continue. C'est par bogey. Ouais, ça correspondait à par bogey, mais là ça avait été 3 en 1, triple. Allez, super. Non, ça c'est Moi, assez courant. On sort du domaine du golf, mais on reste dans le très haut niveau. Je trouve que l'exemple extraordinaire de l'après quelque chose, c'est Rafael Nadal. Je trouve que Rafael Nadal est un exemple de détermination pour tout ce qui pourrait correspondre un peu à avant le coup. Donc lui, il a sa routine. Il a absolument aussi tout ce qui est dans la préparation du match. On voit il approche tous les matchs de la même manière. C'est aujourd'hui que je vais donner le meilleur de moi-même. Et dans le match, on l'a vu sur son match il y a du coup plusieurs jours et quelques petites semaines à Roland-Garros, même quand il est en train de prendre 3-7-0, il y croit toujours, il est toujours en train de donner le meilleur de lui-même, et quand il fait un coup énorme, il serre le poing. Et par contre, moi c'est ce que j'adore dans son attitude, c'est que quand il rate un coup, voire 2 coups, voire 3 coups, et que on sent que ça commence à le gonfler, on voit son visage se fermer, on voit son regard plein de passion et d'énervement, et pouf, ça switch. Et il passe à autre chose. C'est-à-dire qu'il a dû avoir cette espèce de... Lui, ça se trouve, il a une règle des 10 secondes, j'en sais rien. Mais en tout cas, à un moment, voilà, il se laisse... Il part dans ses émotions. Et après, il recommence et il se rattache à tout ce qu'il sait faire. Donc, nous, sur un parcours de golf, c'est exactement ce que disait Antoine aussi tout à l'heure. On arrive un peu dans l'entre-deux-coups. Ok, j'ai fini ma réaction potentiellement, qui peut être bonne ou mauvaise. Idéalement, si elle est mauvaise, il ne faudrait pas qu'elle dérange nos partenaires de jeu. Et ensuite, on se raccroche à ce qu'on sait faire. Le moment présent, c'est ce qu'on sait faire le mieux normalement, même si c'est parfois difficile. Mais observer l'environnement dans lequel on est, écouter, voir, ressentir. Et c'est là où du coup on peut passer d'un coup à un autre, vu qu'on a un sport très spécifique, là où il peut y avoir 3, 4, 5, 6, 7 minutes entre 2 coups. Et puis je pense que c'est tellement long un parcours de golf. C'est pendant 5 heures, on joue 4h30, 5 heures. Je pense que le switch est important. C'est d'arriver en fait à être la personne la plus concentrée possible au moment où c'est à nous de jouer pour taper le meilleur coup, donc le pendant, et d'arriver peut-être à être la personne la plus détachée du golf et de l'après par rapport aux attentes, par rapport d'arriver à parler aux autres personnes, d'arriver à être détaché entre les coups. Ça permet de... Moi, j'ai toujours vu, j'avais bien aimé cette image comme une barre d'énergie, que tu démarres le premier tour ou le premier jour au premier trou avec une barre d'énergie, et tu as une barre d'énergie de concentration, voilà. Et comme dans les jeux vidéo. Et en fait, dès que tu mets de la concentration, ça te la fait baisser. Et si tu es tout le temps en train d'être surconcentré sur des moments où tu n'en as pas forcément besoin, tu utilises de l'énergie, tu pompes de l'énergie là-dedans. Et moi, je considérais que pendant les coups, tu utilisais cette énergie
entre les coups, c'était à toi de faire en sorte que tu la régénères, cette concentration. Parfois aussi, c'est s'alimenter, parfois c'est par boire, parfois c'est par parler avec les autres, parler avec son caddie quand on a un, ou en tout cas, ne pas se faire des nœuds au cerveau entre les coups. Tout ça, ça participait à se régénérer. Et le but, c'était d'arriver avec la meilleure barre d'énergie à la fin de la partie. Et de garder cette énergie, de la récupérer pour le lendemain et de continuer comme ça quand vous jouez surtout plusieurs jours de suite. Et j'aimais bien cette image parce que je trouve qu'elle est assez révélatrice de certaines choses. C'est-à-dire que parfois tu le vois en début de partie, quand tu sauves départ, c'est difficile, le coup, ça arrive tellement de fois où tu fais des débuts de partie un peu difficiles, où tu sauves les meubles, et en fait tu t'en rends pas compte, mais malheureusement tu as utilisé beaucoup d'énergie, et parfois il arrive que justement ça soit difficile de tenir 18 trous de cette façon-là. Donc je vois vraiment l'importance d'arriver à conserver cette barre d'énergie le plus longtemps possible. Je rebondis sur ce que tu dis, Kevin, par expérience personnelle, et c'est certainement l'une des choses qui a fait que sur le plan professionnel, en tant qu'ancien joueur, je n'ai pas réussi à franchir certaines étapes. C'est que je bouffais tellement d'énergie sur le parcours qu'à la fin d'une partie, j'étais incapable, sur mes trois dernières années, de m'entraîner après une partie directement. J'étais obligé de rentrer, de me reposer, limite de faire une sieste pour ensuite repartir, revenir au golf et me réentraîner. Parce que je bouffais tellement d'énergie pendant 4h30 que j'avais plus aucune énergie mentale, le physique du coup lâché, et j'ai jamais réussi à essayer tout simplement de garder de l'énergie, peut-être d'en dépenser le moins possible entre les coups, essayer juste de penser à autre chose, mais je n'ai jamais réussi à ça. Je suis quelqu'un donc de très bons conseils à ce niveau-là, mais en termes de mise en place, mise en situation, je n'avais jamais réussi à mettre ça en place, et je crois que c'est vraiment de la sa part. T'étais focus pendant 5 heures, quoi. Ouais, exactement. T'arrivais pas à switcher et à arriver à te détendre, entre guillemets, même si c'est important, c'était ton boulot, etc. Mais je me souviens que, effectivement, t'étais épuisé à la fin des parties et des tournois, parce que, justement, tu ne sortais pas de ta partie, jamais. Ça te permettait aussi de très bien jouer, parce que c'était une chose que, si tu le faisais, c'est parce que ça te permettait de très bien jouer. Mais je me souviens, oui, de cet épuisement perpétuel sur chaque tournoi. Il n'y avait pas de relaxation, ouais. C'est-à-dire que je parlais avec les joueurs, j'essayais de regarder à gauche à droite, mais comme si au final, mon intention n'était pas 100% focalisée sur autre chose que sur ma partie de golf. Et comme je disais, c'est qu'il est impossible de tenir sur le long terme si vous êtes focalisé 100% sur votre partie de golf pendant 4h30. Vous êtes forcément exténué à la fin de la journée. Vous pouvez avoir du dégoût, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais ce n'est pas possible de pouvoir être dans cet état mental pendant 4h30. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire beaucoup, moi, depuis quelques mois. En fait, c'est de partir déterminé sur le parcours, déterminé à faire de mon mieux, à donner le meilleur de moi-même, à taper les meilleurs coups possibles, mais en fait, véritablement, à être en balade. Et toutes les 4-5 minutes, il faut que je tape un coup comme si c'était une question de vie ou de mort. Tu vois le switch que je veux dire ? Mais je me balade. Le switch extrême, quoi. Je me balade entre les coups, mais vraiment, je me balade. Je regarde, en l'occurrence, c'est rarement à moi de jouer en premier après le coup du départ. Donc, du coup, j'ai un peu plus de temps pour arriver à la balle. Et puis, du coup, je me balade. Et puis, si c'est à moi de jouer en premier, bien évidemment, je vais pas faire comme ça. Mais on t'a déjà vu même cueillir des fleurs, je crois. J'ai cueilli 2 fois des fleurs pour toi, Kevin. Mais oui, c'est la bonne période avec les marguerites en ce moment. et en fait, du coup, comme ça, j'arrive sur chaque coup et je suis tout de suite prêt, tu vois, pour commencer ma phase de prise d'information, ma phase de perception, ma phase d'analyse, ma phase de décision, ma phase d'exécution. Et je suis dispo aussi pour accepter en fait le truc extrêmement aléatoire qu'on appelle le résultat, qui pourtant c'est ce qui nous fait rêver et ce qui nous donne envie de taper le coup, c'est pour le réussir. Mais du coup, je suis beaucoup plus apte à me détacher justement de tout ça. Ouais. Et je pense que plus il y a un contraste énorme entre, comme tu dis, entre ta balade et le coup, plus en final c'est facile de bien délimiter les moments. Tu vois ce que je veux dire ? De vraiment de dire, attends, là je suis dans mon coup et là je suis dans ma balade, tu vois. Alors que quand
plus comme le système qu'Antoine faisait, en fait, t'es un peu pas dedans, mais un peu. En final, t'es toujours dedans sans être dedans et t'es jamais ailleurs sans être ailleurs. T'es un peu dans un entre-deux perpétuel qui est très fatigant. Ouais, complètement. Après, il y a certains joueurs qui fonctionnent différemment. Je pense qu'il y a plein de façons. Il y a des personnes où tu as l'impression qu'ils sont quasiment totalement en balade tout le long. Je pense malgré tout qu'ils sont quand même très focus, même si c'est que 10 secondes, mais ils le sont au moment du coup, parce que je vois pas vraiment comment c'est possible. Après, je pense que ce qui est hyper important pour tous, c'est d'essayer ces routines, de les tester, de voir vos réactions après les coups, d'essayer de trouver des moyens de comment vous pouvez faire pour être dans le meilleur état possible après. Voilà, ça peut être des challenges pendant les parties, d'essayer au mieux de gérer le avant, le pendant et le après. Les amis, si on se faisait un dernier petit mot chacun sur le avant, le pendant et le après. Un truc très court, une chose qui vous semble hyper important ou qui l'était pour vous, pour nous, Antoine et moi, quand on était joueurs, et toi, Seb, au quotidien. Une chose importante dans le avant, une chose importante dans le pendant et une chose importante dans le après. Et après, on clôture cet épisode. Pour moi, je vais commencer. Avant, être dans le présent. Pendant, être dans le présent. Après, être dans le présent. Je ne pense pas qu'il faut réagir par rapport à des événements passés émotionnellement. Est-ce que c'était travaillé ou pas, ça, Hudson, Pas du tout. C'est toi, quand tu m'as regardé et que tu as commencé à parler, tu c'est m'as de l'impro inspiré. parce qu'il est dans le présent. Exactement, bravo Sébastien. Non, c'est vraiment ça pour moi. Essayez de rester dans le présent, de vous focaliser sur les belles choses autour de vous. Qu'un coup loupé, c'est juste un coup loupé et qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Alors oui, on veut toujours essayer d'être le meilleur, mais s'il vous plaît, faites le nécessaire pour rester dans l'instant présent. Ok, Seb ? Écoute, moi, dans l'avant, déjà de réussir à définir vous, vu que nous, par exemple, on n'était pas parfaitement d'accord sur qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est pendant, qu'est-ce qui est après, déjà de définir pour vous à quel moment s'arrête le avant, à quel moment s'arrête le pendant, et du coup, pouvoir définir ça. Je pense que quoi qu'il arrive, d'une manière globale, il va falloir réussir dans la phase avant et dans la phase après, à se détacher des coups qu'on a tapés. Comme le dit Antoine, par être dans le présent, ressasser le passé ou anticiper le futur, ça sert pas à grand-chose, mis à part à se pourrir l'instant présent. Donc, une fois qu'on est dans l'instant présent, savoir ce qu'on a à faire. Donc, épisode 9 des Tontons Golfeurs, vous pouvez y retourner si vous avez oublié comment préparer un coup. Pendant, se donner les meilleures chances possibles de réussir le coup, en s'autorisant en fait à taper un bon coup. Et dans l'après, d'être pas dans la résignation, mais dans l'acceptation totale du résultat. Vous pourrez jamais vous en vouloir si vous avez donné votre meilleur. Bon, écoute, je vais essayer de faire au moins aussi bien. Je pense pas. Non. C'est pour ça que je dis je vais essayer. Mais non, je dirais dans le avant, pour moi, ça serait vraiment de prendre déjà une décision pour le coup. Donc ça, c'était un petit peu dans l'épisode de stratégie, mais en tout cas, je pense que de prendre une décision dans le avant, pour moi, il est important. Dans le pendant, je mettrais justement de travailler vos pensées internes, votre discours interne, pardon, de trouver une phrase, quelque chose qui vous aide. Pour moi, c'était de relativiser, mais ça peut être de vous challenger, ça peut être de vous menacer, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, de trouver une phrase de discours interne qui vous fait du bien, qui vous permet d'être dans les meilleures dispositions pour faire un super coup. En tout cas, d'exécuter le coup pleinement. Et on va dire après, ça je reprends un peu ce qu'ont dit les deux autres, mais ça va être de trouver pour vous quelle réaction vous devez avoir, peu importe laquelle c'est, pour arriver à être dans le meilleur état et frais et dispo pour taper le meilleur coup sur le prochain coup. Donc si c'est évacuer, si c'est parler aux autres, si c'est relativiser à ce moment-là, voilà, en tout cas de trouver le meilleur moyen et de vous interroger à tous les niveaux. C'est intéressant ce qu'on vient de dire, vous pouvez le faire et ça peut que vous aider à mieux scorer et à mieux vivre votre partie de golf. Et soyez curieux, reprenez les éléments qu'on a donnés pour la routine
et soyez curieux de les tester, que ce soit l'ordre que vous voulez, que ce soit dans la durée de temps que ça prend, en faisant toujours attention à rester dans les 40 secondes. Mais soyez curieux, essayez. Est-ce qu'en regardant la cible, ça marche mieux? Est-ce qu'en la regardant pas, ça marche mieux? Est-ce qu'en ressentant, en visualisant? Voilà, soyez curieux, parce que les solutions, en fait, il y en a beaucoup qui viennent de votre prof de golf, et il y en a aussi beaucoup qui viennent de vous. Donc soyez curieux, en fait, à l'entraînement. Bon bah merci les amis pour cet épisode encore très riche. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Callaway pour leur soutien. Golf Planet pour leur soutien aussi, la diffusion de nos épisodes. N'hésitez pas à retrouver toutes les news golfiques tout au long de l'année. C'est gratuit, donc téléchargez l'application. Un petit mot de notre ami Seb pour clôturer et bon golf à tous en tout cas. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode des Tontons Golfeurs une nouvelle fois jusqu'au bout. Merci Kevin, merci Antoine pour la compagnie. Merci Sébastien. Et des échanges encore toujours aussi sympathiques. Antoine, on te souhaite surtout un très bon rétablissement une nouvelle fois. Ça va devenir... Promis, j'irai mieux au prochain épisode. On va mettre ça dans le générique. On va mettre ça dans le générique d'avant, pendant et après aussi des épisodes des Tontons Golfeurs. Bon rétablissement, Antoine. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous faire des retours, à partager nos épisodes. Ça nous fait plaisir de savoir qu'on vous fait plaisir, que vous prenez du temps pour nous écouter, du temps pour nous noter. 5 étoiles, c'est toujours mieux. Et on se retrouve bien évidemment dans 2 semaines pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Vous pouvez toujours nous contacter sur tous les réseaux sociaux par adresse mail et on se tiendra toujours à votre dispo pour prendre un moment et discuter avec vous. Messieurs, à bientôt. À bientôt. Et à bientôt à toutes et à tous. À bientôt.